Bonjour, je suis Dr Catherine G, médecin de famille à la clinique Toronto Western Family Health Team, affiliée au réseau de santé universitaire University Health Network à Toronto. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes étapes de l'accouchement. Nous allons couvrir les sujets suivants. La grossesse et ce à quoi s'attendre vers la fin de la grossesse. Comment savoir si vous avez perdu vos os. Les 3 stades du travail et ce qui se passe à chaque stade. Les complications potentielles de l'accouchement et combien de temps vous devez rester à l'hôpital. La grossesse dure habituellement 9 mois ou 40 semaines. Cependant, chaque grossesse, travail et accouchement peuvent être plus courts ou plus longs et cela peut différer d'une grossesse à l'autre pour une même personne. Aucune grossesse n'est identique. Votre équipe médicale surveillera régulièrement votre grossesse et de plus en plus fréquemment au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de votre date prévue d'accouchement. Lorsque le corps passe de la grossesse à la première étape du travail, il se prépare à l'accouchement et vous pourrez remarquer certains signes communs vers la fin de la grossesse, tels que les contractions Braxton-Hicks, l'allègement et la perte du bouchon muqueux. Prenons un moment pour examiner ces 3 signes en détail. Les contractions Braxton-Hicks sont des contractions irrégulières qui ne provoquent pas de dilatation du col de l'utérus. Elles peuvent commencer à tout moment après la 20e semaine de grossesse, mais sont généralement plus présentes en fin de grossesse après la 32e semaine. Souvent, ce type de contraction peut surprendre et donner l'impression que le travail est commencé, ce qu'on appelle un faux travail. Une contraction Braxton-Hicks peut ressembler à un resserrement soudain et aigu des muscles abdominaux. Même si cela peut ressembler à une vraie contraction, les contractions Braxton-Hicks ne progressent pas en intensité avec le temps. Elles peuvent également s'arrêter si vous vous allongez ou vous vous détendez. Lorsque vous commencez à ressentir ces contractions, suivez-les de près pour déterminer la différence entre un vrai et un faux travail. Nous parlerons des vraies contractions un peu plus tard. L'allègement est ressenti lorsque le bébé se positionne ou descend dans votre bassin. Cela peut se produire quelques semaines ou quelques heures avant l'accouchement. Quand cela arrive, vous pouvez ressentir une pression pelvienne plus importante car l'utérus reposera davantage sur la vessie après l'allègement. Vous pourriez également ressentir le besoin d'uriner plus fréquemment et constater que vous êtes moins essoufflé une fois que le bébé est descendu dans votre bassin. Pendant la grossesse, une accumulation de mucus, appelée bouchon muqueux, bloque l'ouverture du col de l'utérus. Ce bouchon muqueux crée une barrière entre l'utérus et le canal de naissance et empêche les bactéries de pénétrer dans l'utérus pendant la grossesse. Lorsque l'accouchement approche, le col de l'utérus commence à se ramollir, s'amincir et s'ouvrir. Cela provoque l'expulsion du bouchon muqueux dans le vagin. Chaque bouchon muqueux est différent et peut avoir l'aspect suivant. Rosâtre, comme un fluide brun épais, ou légèrement teinté de sang. Il est important de se rappeler que perdre le bouchon muqueux ne signifie pas que vous allez accoucher immédiatement. Le travail peut encore être à des heures, des jours ou même des semaines. L'un des signes les plus connus de l'arrivée du travail et de l'accouchement est lorsque les os rompent. Le terme « j'ai perdu mes os » fait référence à la rupture du sac amniotique rempli d'un liquide aqueux connu sous le nom de liquide amniotique. Pendant la grossesse, le fœtus vit et grandit à l'intérieur de ce sac rempli de liquide attaché au placenta. Le liquide amniotique contient des nutriments et des anticorps, régule la température, protège le fœtus contre les chocs extérieurs et lui permet de bouger et de développer ses muscles et poumons. Pour la majorité des grossesses, le travail commence par des contractions. Mais pour environ une grossesse sur 10, c'est la perte des os qui arrive en premier et les contractions peuvent commencer immédiatement, quelques heures ou même quelques jours après la rupture des os. Il y a quelques caractéristiques clés à reconnaître lorsque vos os rompent, ce qui peut aider à distinguer cela de la perte du bouchon muqueux, telles que la sensation d'un écoulement soudain de fluide de votre vagin. Le fluide est transparent, inodore et a une consistance liquide comme de l'eau. L'écoulement est constant et vous ne pouvez pas le contrôler, contrairement à des fuites urinaires par exemple. Il est très important de ne pas utiliser de tampon pour arrêter ou absorber le fluide. Vous pouvez porter des serviettes hygiéniques pour déterminer si la fuite de liquide est continue, ce qui indiquerait plus clairement que vos os ont rompu par opposition à la simple expulsion du bouchon muqueux. Lorsque vous perdez vos os, vous devez vous rendre à votre centre de naissance, même si vous n'avez pas de contraction encore. Les 3 stades du travail sont
Premier stade, amincissement et ouverture du col de l'utérus, aussi appelé dilatation. Deuxième stade, descente et naissance de votre bébé. Troisième stade, expulsion du placenta. Le travail est très différent pour chaque personne. Certaines personnes ont un travail rapide et d'autres ont un travail long et difficile. Pour une première naissance, le travail peut durer en moyenne 10 heures, mais peut aller jusqu'à 12 à 24 heures ou même plus. Le premier stade du travail est connu sous le nom de travail actif. Pendant cette phase, le col de l'utérus se dilatera, s'amincira, ce qu'on appelle l'effacement du col, et s'étirera jusqu'à 10 cm pour se préparer à l'accouchement. Le bébé doit passer à travers le col de l'utérus avant de descendre dans le canal de naissance. Les contractions sont essentielles dans la transition du corps vers le travail actif. Les contractions sont les muscles de l'utérus qui aident à étirer et amincir le col de l'utérus. Les contractions peuvent être décrites comme un resserrement douloureux de votre abdomen. Il est également courant de ressentir une douleur dans le bas du dos qui s'étend vers l'avant, ainsi qu'une pression dans le bassin. Il est important de se rappeler que lorsque vous commencez à avoir de vraies contractions, il y a une progression qui diffère des fausses contractions. 3 mesures peuvent vous aider à repérer la différence. Les vraies contractions se produisent à des intervalles réguliers. Donc, lorsque vous commencez à avoir ce que vous croyez être des contractions, suivez-les pour voir à quelle fréquence elles se reproduisent. Les contractions deviennent plus longues, généralement de 30 à 60 secondes, puis disparaissent. Notez combien de temps chaque contraction dure. Les contractions augmentent en intensité au fil du temps, pour devenir plus intenses juste avant le début de l'accouchement. Cela doit également être suivi. Il est important de savoir que les contractions peuvent commencer des semaines, des jours ou des heures avant de donner naissance. C'est pourquoi suivre la fréquence, la durée et l'intensité est essentiel pour savoir si vos contractions sont vraies ou fausses. Si vous passez des jours entre les contractions, il y a moins d'urgence. Si les contractions sont à quelques minutes d'intervalle, l'accouchement est très proche. La règle 5-1-1 est une formule simple pour vous aider à savoir si les contractions sont vraies. La règle 5-1-1 est la suivante. Les contractions se produisent toutes les 5 minutes, durant au moins 1 minute chaque, sur une période d'au moins 1 heure. Si vous commencez à ressentir des contractions suivant la règle 5-1-1, il est probable que vous ressentiez de vraies contractions et que le bébé est en route. Les contractions peuvent être l'une des parties les plus difficiles du processus du travail. À l'approche de la fin de votre grossesse, il est recommandé de discuter des options disponibles pour gérer la douleur des contractions pendant le travail avec votre équipe médicale. Voici quelques méthodes non médicamenteuses pour gérer la douleur du travail. Vous distraire avec une activité comme une promenade, regarder un film ou écouter de la musique. Prendre une douche ou un bain chaud si vos os n'ont pas rompu. Utiliser un ballon de naissance. Baisser les lumières ou utiliser un éclairage d'ambiance coloré. Utiliser l'aromathérapie. Faire des massages doux. Utiliser des compresses chaudes ou froides. Et pratiquer des méthodes de relaxation comme des techniques de respiration, de visualisation et de yoga. Lorsque la douleur devient trop intense, il est préférable de contacter votre équipe médicale. Une des options courantes pour gérer la douleur pendant le travail est la péridurale. Cette procédure consiste à injecter un médicament contre la douleur dans l'espace autour de vos nerfs spinaux, appelé espace péridural. Cela aide à engourdir le bas du dos et l'abdomen pour soulager la douleur pendant le travail et l'accouchement. Comme mentionné précédemment, il est important de se rappeler que chaque accouchement est différent et peut varier d'une grossesse à l'autre. Parfois, le travail ne commence pas tout seul ou doit être déclenché plus tôt. Dans ce cas, votre équipe médicale discutera des options d'induction du travail. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une induction du travail peut être nécessaire, incluant une grossesse dépassant la date prévue, des complications de santé pendant la grossesse comme l'hypertension gestationnelle, la prééclampsie, le diabète gestationnel ou une infection, si vos os ont rompu mais les contractions n'ont pas encore commencé, des problèmes liés à la taille ou au rythme cardiaque du bébé ou de faibles niveaux de liquide amniotique. Pour déclencher le travail, il existe plusieurs médicaments et procédures qui peuvent être effectués pour initier le processus du travail, comme les médicaments administrés par voie intraveineuse, la rupture artificielle du sac amniotique, le balayage des membranes au niveau du col de l'utérus
où le sac amniotique est séparé de la paroi utérine inférieure. L'ouverture mécanique du col de l'utérus avec un petit ballonnet, cathéter de Foley, ou l'amincissement du col de l'utérus avec des médicaments directement placés dans le vagin ou administrés par voie orale. Le processus du travail peut être complexe, mais avoir un plan avec votre équipe médicale assurera que cette étape de l'accouchement se déroule le mieux possible. Une fois que le travail est commencé et que le col de l'utérus est complètement dilaté à 10 cm, vient ensuite la deuxième étape, l'accouchement du bébé. Le deuxième stade de l'accouchement peut varier considérablement. Pour certaines personnes, l'accouchement peut durer quelques minutes et pour d'autres, plusieurs heures. Si le col de l'utérus est entièrement dilaté et qu'un accouchement vaginal semble viable, les poussées se produiront pendant les contractions. À ce stade, les contractions seront probablement espacées de 2 à 3 minutes et dureront environ 1 minute. Les poussées et les périodes de repos entre elles se poursuivront jusqu'à ce que le bébé ait parcouru tout le canal de naissance et soit sorti. Une fois le bébé né, le deuxième stade est terminé. Cependant, il peut parfois y avoir des complications où un accouchement vaginal ne progresse pas comme il le devrait et un accouchement assisté doit être réalisé. Parfois, il est nécessaire de réaliser une procédure obstétricale pour aider au processus du travail si le bébé met trop de temps à parcourir le canal de naissance et commence à présenter des signes de détresse fœtale par exemple. Ou dans d'autres cas, si le bébé se présente par les fesses, position connue sous le nom de présentation en siège. Dans ces cas, votre équipe médicale dispose d'outils et d'options disponibles comme procéder à une césarienne, l'utilisation d'une ventouse ou de forceps. Les forceps et les ventouses sont des options sécuritaires qui existent depuis très longtemps. Votre équipe obstétricale utilisera ces outils seulement si nécessaire pour assurer un accouchement vaginal sécuritaire de votre bébé. Les césariennes sont plus souvent pratiquées lorsqu'il y a des facteurs connus qui pourraient présenter des défis pour l'accouchement, tels que le bébé est dans une position incorrecte, le travail a cessé de progresser, le bébé est trop gros pour le bassin, une détresse fœtale pendant l'accouchement ou des problèmes avec le placenta. Il est important de reconnaître qu'à tout moment pendant la grossesse, le travail, l'accouchement ou après la naissance, une urgence médicale peut survenir rapidement. Cela peut mettre en danger la vie de la mère et du bébé et nécessite une réponse rapide. Quelques urgences obstétricales potentielles pendant l'accouchement incluent dystocie des épaules. Cela se produit lorsque la tête du bébé est sortie du canal de naissance, mais que son épaule se coince derrière l'os pelvien. Dans cette situation, le médecin peut effectuer quelques manœuvres pour aider l'accouchement du reste du corps du bébé en toute sécurité. Dans de rares cas, une césarienne d'urgence doit être pratiquée si toutes les autres méthodes échouent pour accoucher le bébé par voie vaginale. Réanimation néonatale. La plupart des bébés commencent à respirer d'eux-mêmes dans les 30 secondes suivant la naissance, mais environ 10% des nouveau-nés nécessitent une assistance pour commencer à respirer. Hémorragie postpartum. Cela se produit lorsqu'il y a un saignement excessif dans l'utérus dans les 24 heures suivant la naissance et peut potentiellement causer un choc hémodynamique chez la mère. Dans tous les cas, votre équipe médicale et l'établissement où vous allez accoucher ont des lignes directrices et des protocoles en place pour les urgences. Connaître votre historique médical, avoir un plan basé sur les conditions de santé existantes et être suivi par une équipe de professionnels de la santé assurera que vous recevrez les soins nécessaires et une réponse médicale rapide en cas de besoin. Après la naissance du bébé, il y a la troisième et dernière étape de l'accouchement, l'expulsion du placenta. Pendant la grossesse, le sac amniotique est attaché à un organe protecteur riche en nutriments dans l'utérus appelé le placenta. Le cordon ombilical est directement relié au placenta qui fournit tous les nutriments et l'oxygène nécessaires au développement du fœtus et élimine les déchets du sang du bébé. C'est un organe essentiel pour l'accouchement. Le placenta est généralement attaché à la paroi de l'utérus en haut ou sur les côtés. Une fois le bébé né et le cordon ombilical coupé, le placenta se détache de la paroi de l'utérus généralement dans les 30 minutes, mais cela peut prendre jusqu'à 60 minutes. Tout comme durant l'accouchement, vous aurez encore des contractions légères qui aideront à faire sortir le placenta. Une fois le placenta sorti, votre équipe médicale fera les réparations nécessaires en cas de déchirure vaginale et périnéale
et s'assurera que vous êtes confortable après l'accouchement. À ce stade, l'accouchement est maintenant terminé. La durée de votre séjour, de l'admission à la sortie, dépendra de plusieurs facteurs, y compris des conditions de santé existantes, des complications pendant la grossesse et l'accouchement, et du type d'accouchement que vous avez eu. Si le travail et l'accouchement se sont déroulés sans complications, vous pouvez vous attendre à rester au centre d'accouchement pendant 24 à 36 heures après l'accouchement. Si vous avez accouché par césarienne ou avez eu des complications lors de l'accouchement, vous devrez rester au centre d'accouchement plus longtemps pour surveiller votre rétablissement et la santé du bébé. Si vous avez eu un travail prématuré et accouché avant la 37e semaine de grossesse, votre bébé devra probablement rester à l'unité de soins intensifs néonatales pendant quelques semaines pour recevoir les soins nécessaires. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions concernant votre grossesse ou votre accouchement à venir, assurez-vous de contacter votre professionnel de la santé et ou équipe médicale qui vous suit. Je suis Dr. J, médecin de famille au Toronto Western Family Health Team, affilié au University Health Network à Toronto. Merci d'avoir regardé cette vidéo.